la grande majorité de la troupe est une troupe espagnole, en grande partie, mais pas totalement convertie à l'islam. Et pendant toute l'histoire moderne du Maroc, le Maroc va avoir à sa disposition des troupes chrétiennes. À l'époque des Almoravides, il y a une garnison chrétienne avec son curé, son aumônier, à Marrakech. Une garde catalane. Réverter. Et qui va faire souche au Maroc. Alors Réverter, l'histoire de Réverter est une très belle histoire. Réverter est un noble catalan qui est dépossédé par le roi d'Aragon et qui va mettre son épée au service du sultan marocain. Et après sa mort, il a 2 fils. Et finalement, il est restitué ses fils sont restitués dans leur baronnie, et l'un des fils rentre, reprend sa baronnie dans la région de Barcelone, et l'autre se convertit à l'islam, et va faire souche au Maroc, comme guerrier, et comme grand féodal, à la cour des sultans. Et pendant toute cette période, il y a une interpénétration très très importante entre l'Espagne et le Maroc, avec à la fois des renégats ou des contingents aragonais, surtout aragonais, qui vont venir ensuite servir au Maroc. Et puis, pendant toute la période médiévale marquée par la Reconquista, on voit aussi des nobles chrétiens qui mettent leur épée au service des différents rois de Taïfas, les petits émirs qui se battent entre eux. C'est l'occasion aussi ensuite de leur imposer le paiement d'un tribut. Mais l'on voit autant d'émirs du côté des chrétiens. Oui. On l'envoie autant d'émirs se mettre du côté des chrétiens. Donc il ne faut pas voir la Reconquista sous la forme, vous Philippe Coin qui avez écrit sur la Reconquista, c'est pas l'image d'Épinal avec un rouleau compresseur qui part des Asturies et qui dit maintenant nous allons repousser les morts jusqu'à Gibraltar. Alors avec le recul sur la longue durée, on peut reconstituer cela. Mais si l'on périodise l'histoire, c'est pas du tout cela. C'est un front mouvant, avec des alliances mouvantes, avec tantôt avance des uns, recul des autres, etc. On peut dire que l'islam espagnol s'est autodétruit très largement, car si l'islam espagnol n'avait pas rompu avec le califat, et si l'islam espagnol ne s'était pas émietté avec les reinos de Taïfas, les chrétiens ont eu vraiment beaucoup de mal à lutter contre un bloc islamique unitaire occupant tout le centre et tout le sud de l'Espagne. La division a beaucoup aidé les chrétiens. Oui, bien sûr. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure Fès et Marrakech, mais il y a aussi une autre grande capitale traditionnelle, et je crois que vous avez bonne raison pour bien la connaître, mon cher Bernard. Ah oui, c'est ma ville. C'est Meknès. Absolument. Celle du sultan Moulay Ismaïl, la grande figure de la dynastie alaouite. Le contemporain de Louis XIV. Le grand Moulay Ismaïl. Alors, le grand Moulay Ismaïl, qui est un personnage tout à fait intéressant. J'ai une étudiante marocaine qui m'a fait une très belle thèse du temps où j'étais encore professeur d'université, qui m'a fait une très belle thèse qui avait pour titre Moulay Ismaïl et Louis XIV, la course maritime et l'échec de l'alliance entre le Maroc et la France à l'époque de Moulay Ismaïl et Louis XIV. Très intéressant, parce que Moulay Ismaïl, qui est un politique très fin, a voulu emmener Louis XIV dans son alliance contre des puissances chrétiennes, à la fois contre les Espagnols et contre les Anglais. Et Louis XIV, qui était un fin politique aussi, a laissé croire à Moulay Ismaïl qu'il allait peut-être pouvoir rentrer dans son alliance à la condition que Moulay Ismaïl renonce à la course salétine. Et des ambassades se sont succédées, ont été envoyées les uns les autres, le grand corsaire Aïcha, Pidou de Saint-Olonge, les Français, etc. Et ces ambassades ont été reçues à Saint-Germain, c'était avant Versailles, à Saint-Germain, etc. Et pendant 20 ans, les contacts n'ont jamais cessé, et chaque fois, ils ont buté, la course reprenait, mais on renouait les relations, etc. Jusqu'au moment où il y a eu la succession d'Espagne, et à partir du moment, bien sûr, où le petit-fils de Louis XIV montait sur le trône d'Espagne, il n'est plus question d'envisager un quelconque moment. À ce moment-là, Moulay Ismaïl rompt les négociations avec la France et se tourne vers les Anglais et vers les Huguenots qui vont s'installer, qui vont devenir les partenaires du commerce marocain pendant un certain moment. Moulay Ismaïl qui a véritablement
créer l'État moderne marocain. L'État moderne marocain qui va d'ailleurs demeurer jusqu'à l'indépendance, parce que il n'y aura pas de grande évolution dans les définitions de cet État marocain jusqu'au moment où Mohamed V et Hassan II vont entreprendre un certain dépoussiérage de ces vieilles institutions et de cette pratique marzénienne. Mais ceci est tout à fait important à souligner. Oui, alors ce Maroc de Moulay Ismaïl, il va ensuite entrer à partir du XVIIIe siècle dans une phase d'affaiblissement, un peu comparable à ce qui se passe à l'autre bout de la Méditerranée pour l'Empire ottoman, et il va devenir très vite, évidemment, l'homme malade du Maghreb. Il va devenir bien sûr un enjeu pour les puissances européennes. Alors quelles ont été les étapes de la pénétration européenne dans ce Maroc, cette extrémité du Maghreb? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Européens, et nous Français, avons une vision du Maroc qui est la vision du Maroc du XIXe siècle. C'est-à-dire que au XIXe siècle, le Maroc est dans une phase totale de décadence. L'État se délite, l'autorité du sultan se délite, les tribus de la montagne sont quasiment indépendantes, et nous fondons toute notre analyse, héritée encore aujourd'hui, sur cette situation. Comme si le Maroc avait toujours été, comme si la France avait toujours été en état de la guerre de 100 ans. Comme si la Chine avait toujours été celle du break-up of China. Voilà. Et dislocation complète. Or, c'est pas du tout cela dans la longue durée. Le Maroc sort d'une grande phase d'expansion, entre dans une période de décadence pour des raisons X ou Y, des raisons militaires essentiellement. Parce que le Maroc ne va pas prendre le parti de la modernisation militaire. En grande partie parce que son système l'interdit. Quel est le système? À partir du moment où il n'y a plus de mercenaires, il y a eu les mercenaires chrétiens, ensuite il y a eu les abides, les mercenaires noirs, et comme ces abides se soulèvent, le sultan les liquide, donc il n'y a plus de mercenaires. Ce qui fait que les sultans vont créer, fonder, enraciner leur pouvoir sur la fidélité de tribus que l'on va appeler les tribus marzènes. Tribus qui sont fidèles et qui vont lever l'impôt pour le compte du sultan en échange d'avantages territoriaux et de la dispense d'impôts. Et tout le XIXe siècle va être l'histoire de la lutte des tribus marzènes contre les tribus non marzènes. La notion du bled siba et du bled marzène, qui est une notion très récente, qui n'était pas une notion qui existait dans l'ancien Maroc. Alors, bien entendu, l'histoire du Maroc a complètement été renouvelée depuis certaines années, depuis une quinzaine d'années. Quand vous lisez les livres d'histoire du Maroc des années 50 ou autres, l'on vous parle du bled marzène et du bled siba comme si c'était immémorial, mais pas du tout. C'est une période de décadence. Et dans chaque période de décadence, il y a le bled marzène et le bled siba. Alors, le bled marzène, qui va être plus ou moins fort, plus ou moins réduit. Et sous certains souverains, le bled marzène, c'est la ville de Fès, et même pas les collines du Moyen Atlas autour, parce que le sultan est complètement assiégé dans sa ville de Fès. Alors, en même temps, cette vision-là permettait de justifier aussi le protectorat, l'intervention de la France, qui construisait en fait solidement un État marocain viable. C'est pas ce qu'a dit Lyautey. Lyautey va reconstruire, pas construire. Lyautey ne parle pas de construire, il parle de reconstruire. Alors, donc, nous en arrivons au Maroc qui intéresse les puissances. Alors, quelles sont les puissances intéressées par le Maroc? L'Angleterre, bien entendu. L'Espagne. L'Espagne va vite être écartée parce que les Espagnols ont d'autres problèmes et ils vont être engagés dans leur guerre avec les États-Unis. L'Espagne va être également dans un état de profonde décadence. L'Espagne va prendre des miettes au Maroc, mais avec des difficultés terribles à l'issue de défaites militaires. Même avant la guerre du Rif, il y a des défaites considérables que subissent les Espagnols à la fin du 19e, au début du 20e. L'Allemagne. L'Allemagne va comprendre très tôt que la France ne lâchera pas le Maroc. L'Angleterre va monnayer, des échanges vont se faire, et l'Angleterre
va soutenir la France en échange de l'aide que la France va apporter à la politique anglaise dans l'océan Indien, en Égypte, etc. L'Allemagne va faire monter les enchères. L'Allemagne ne va pas chercher vraiment à prendre pied au Maroc, mais l'Allemagne va chercher à sauvegarder au maximum ses intérêts. Et finalement, la France est la grande bénéficiaire. La France est la grande bénéficiaire, pourquoi? Parce qu'il y a l'Algérie. S'il n'y avait pas eu l'Algérie, la France ne se serait pas lancée sur le Maroc. Parce que le parti colonial, ce que l'on appellerait les impérialistes maintenant, autour d'Eugène Étienne, etc., ont une priorité qui est fonder définitivement la présence française en Algérie. Or, pour fonder définitivement cette présence, il faut assurer la paix à l'Est et à l'Ouest. Alors, à l'Est, la Tunisie va être avalée rapidement, ne posera pas de problème, mais à l'Ouest, c'est un autre morceau, le Maroc. Ce qui fait que la France va procéder en tâche d'huile, va pousser au maximum la frontière de l'Algérie vers l'Ouest. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les oasis sont rattachés à l'Algérie. L'Algérie, qui n'a jamais existé et qui, par définition, ne possédait pas le Sahara, va se voir administrer le Gourara, le Tizi-Kelt, la Saoura, qui étaient des régions qui étaient marocaines, qui dépendaient de pachas marocains. Les archives marocaines que j'ai consultées, j'ai longuement travaillé dans les archives marocaines, nous avons les daïrs de domination des pachas dans toutes ces régions, dans toutes ces vallées, dans toute cette chaîne d'oasis. La France va pousser jusqu'au moment où l'anarchie va être telle au Maroc que nous allons réussir à imposer le protectorat. Alors là commence véritablement une autre histoire. Là commence une autre histoire parce que le Maroc va avoir une chance considérable. La chance du Maroc, c'est d'avoir eu Lyautey. Imaginons qu'à la place de Lyautey, il y eut un général républicain borné et jacobin. Le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on aurait fait au Maroc ce que l'on a fait avec l'administration algérienne. Alors en Algérie, tout s'est bien passé jusqu'en 70. Sous l'ancienne monarchie et sous l'empereur Napoléon III, tout s'est bien passé. Parce que, et l'empereur Napoléon III avait bien résumé sa politique, je suis l'empereur des Arabes et des Français. Mais l'Algérie est à la France, mais l'Algérie n'est pas à la France. Et l'administration est une administration militaire, avec les bureaux arabes, etc. En 1870, poussé par le cardinal Lavigerie, on ne dira jamais assez le mal qu'a fait le cardinal Lavigerie, à la fois pour notre famille politique, mais également pour la colonisation. Le cardinal Lavigerie est un des responsables de l'échec de l'Algérie française, car ce que ne savent pas nos auditeurs, c'est que Lavigerie est allé à Tours, auprès du gouvernement insurrectionnel, le gouvernement de Tours, ministre de l'Intérieur Crémieux, et tout l'appareil doctrinal de Crémieux sur l'Algérie, c'est Lavigerie qui lui a rédigé. Moi, j'ai publié dans mon histoire de l'Afrique le document de Lavigerie remis à Crémieux. Et Crémieux va appliquer, ne parlons pas des décrets Crémieux, c'est une affaire annexe, mais l'administration, la fin des bureaux arabes, le jacobinisme, le rattachement directement à Paris, etc. Ce qui va provoquer Mokrani, ce qui va provoquer la révolte kabyle. Mokrani, disant, moi, j'ai toujours... Ma famille a toujours été fidèle à la France. Le père de Mokrani est un des hommes qui a fourni les contingents pour conquérir Constantine. Et tribu totalement fidèle à la France. Du jour au lendemain, on enlève les cadres militaires et on met l'ancien préfet du Rhône qui arrive, qui parle pas du Rhône ou du Calvados, peu importe. L'administration jacobine, civile, dans toute son horreur, dans tous ces gens gris qui connaissent pas les langues du pays, qui sont transposés. Le jacobinisme dans toute son horreur. Révolte kabyle, révolte de Mokrani. Mokrani a eu parfaitement raison de se révolter. C'est un féodal qui se révolte contre cette médiocratie républicaine. Alors, la chance du Maroc, c'est d'avoir eu Lyautey. C'est d'avoir eu Lyautey, un monarchiste, pas n'importe quel monarchiste, un légitimiste. C'est autre chose. Et traditionnaliste, etc. Et Lyautey qui a fait des bêtises dans sa jeunesse, à ce propos. Lyautey a été un des éléments de la poussée française vers le Maroc. Et Lyautey, qui va faire un voyage au Maroc en 1907 avec Regnault, et là, il est sidéré. Parce qu'il connaissait quoi du Maroc,
le général Lyautey. Il connaissait les tribus qui faisaient des redzus sur la frontière. Il ne soupçonnait pas cette civilisation. Et il découvre une civilisation. Et ces lettres de Rabat sont extraordinaires. Je les publie dans mon histoire du Maroc. Il écrit ces lettres de Rabat, ces lettres à son ami, à Vogüé notamment. Il écrit sa découverte. Donc, quand il va être nommé résident général, il va dire « Mon souci est de ne pas algérianiser le Maroc ». C'est-à-dire de ne pas appliquer au Maroc l'administration jacobine, mais au contraire de sauvegarder les institutions marocaines, aider le Maroc à franchir le pas de la modernité, aider à reconstruire le pouvoir du sultan. Donc il dira, moi je suis le premier serviteur du sultan. Et il va réussir une politique tout à fait remarquable. Les grandes tribus berbères qui refusent de prêter allégeance au sultan vont être vaincus par Lyautey. Et Lyautey va recevoir l'allégeance de ces tribus qu'il va transmettre au sultan. Parce que, au début du phénomène, les tribus ne veulent pas se proclamer pour le sultan. Il faut passer par l'intermédiaire de Lyautey. Et Lyautey va constituer une alchimie de politique tribale tout à fait extraordinaire. Et il va réussir à pacifier le Maroc. Et le plus étonnant, c'est qu'il va même réussir pendant la guerre de 14. Parce que c'est un épisode dont on parle très peu. C'est que, au moment où éclate la guerre de 14, ce que les Français appellent la pacification, ce que les Marocains appellent la conquête, est dans une phase véritablement d'accélération. Les grands bastions de résistance ne sont pas soumis encore. Et ce qui est soumis, c'est toute la région du Haut-Atlas de Marrakech, avec les Goundafi et les Glawa qui se rallient à la France très tôt. Mais les grandes tribus, Aïssérouchen notamment, toutes les tribus qui prolongent le Haut-Atlas vers le Moyen-Atlas, sont en guerre. Je suis dans la région de Taza. Et Lyautey reçoit l'ordre de dégarnir complètement son front, d'évacuer tout l'intérieur du Maroc et de se replier sur Casablanca et Rabat. Et Lyautey refuse. Et Lyautey va évacuer au contraire l'arrière et va garnir les postes sur les frontières. Il dit, j'ai fait la politique de la langouste. C'est-à-dire, je mets la carapace, mais elle est vide. Une carapace vide. Et il peut envoyer donc des régiments entiers, les régiments qui partent se battre en France. Lyautey est appelé donc au ministère de la guerre. Ça se passe très mal. Il quitte pour les raisons que l'on connaît. Il revient au Maroc. Et pendant la deuxième partie de la guerre de 14, il va reprendre la pacification. Et quand la guerre de 14 se termine, le protectorat est plus vaste qu'il n'était avant la guerre de 14. Et ensuite, bien entendu, dans les années 18-20, Lyautey va achever ça jusqu'au moment où va éclater la guerre du Rif. Alors là, la guerre du Rif, c'est véritablement la vengeance de la République envers Lyautey. Parce que Lyautey est surpris. Il est surpris par cette insurrection du Rif. Il savait que des choses se passaient. Lyautey n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas la méthode de politique espagnole. Il ne faisait pas une grande confiance à l'armée espagnole. Il avait raison. Ensuite, il estimera un homme comme Franco, le Tercio, etc. Lyautey ne comprend pas les débandades militaires espagnoles, parce qu'il faut dire que les Espagnols se font étriller pendant la guerre du Rif, mais c'est épouvantable. Alors, il y a un problème qui mérite d'être souligné, et je le souligne dans mon livre, c'est que les Espagnols ont de très bonnes troupes. Ils ont d'excellentes troupes. Mais ils n'envoient au combat que des conscrits non formés.